Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier podcast de l'année qui sort d'ailleurs un 1er janvier, donc c'est un petit peu particulier. C'est le premier de l'année mais le dernier de la saison. On va revenir justement sur toute cette saison 2022 de Formule 1 avec quelques news déjà depuis le dernier Grand Prix d'Abu Dhabi, il y en a eu pas mal. Et aussi un petit bilan tout simplement, équipe par équipe. Donc déjà on commence tout de suite par les news sur deux Grands Prix qu'on a eu. La première c'est le Grand Prix de Chine qui aura pas lieu en 2023. C'est pas vraiment une surprise parce que on le pressentait un petit peu, beaucoup de soucis avec le Covid, toujours en Chine actuellement, donc le Grand Prix n'aura pas lieu. Et ce qui sera remplacé pour l'instant, c'est pas, il y a pas une, enfin il y a eu aucune info qui a été dévoilée à l'heure où j'enregistre, donc on verra bien. Je pense qu'il sera remplacé parce que bon, la F1 a envie de maximiser un petit peu ses revenus, donc on aura sûrement un autre Grand Prix à la place. Pour l'instant, on ne sait pas. Voilà, ce sera peut-être Portimao, ce sera peut-être pas Portimao, ce sera peut-être la Turquie. On verra bien. N'espérez pas un retour du Grand Prix de France, hein, voilà. Parce que ça, c'est une autre news que j'ai pas mis également dans mon montage, mais sachez juste, en petite parenthèse, que le Grand Prix de France, le groupe qui s'occupait de l'organisation du Grand Prix de France, a été dissous il y a quelques semaines. Donc bon bah voilà, c'est la fin de l'aventure du Grand Prix de France, en tout cas pour l'instant. La deuxième news, c'est le Grand Prix du coup de Zandvoort. Le contrat a été étendu tout simplement jusqu'en 2025. Encore une fois, c'est pas une surprise, c'est un gros événement qui marche très bien. La FIA est contente, enfin la F1 en général est très contente de retourner à Zandvoort. Il y a beaucoup d'ambiance forcément avec les fans de Max Verstappen. Donc c'est les petites news au niveau des Grands Prix. Après, les news se sont un petit peu enflammées. La première, on a appris enfin le départ de Mattia Binotto. Alors on savait que ça, c'était une question de temps, on va dire. Alors, on avait cru comprendre à Abu Dhabi que le fait de terminer deuxième au championnat pilote et constructeur pouvait potentiellement lui sauver la peau, entre guillemets. Ça n'a pas été le cas. Il a officiellement démissionné. Alors, bon, ça c'est la version officielle. On n'a pas la version officieuse malheureusement, mais je pense qu'il a été un petit peu poussé à la démission. En tout cas, il démissionne. Alors, j'ai vu beaucoup de gens s'en réjouir. Beaucoup de gens aussi souligner le travail qu'il a fait pour Ferrari, qui est très important, hein, parce que pour rappel, Binotto, il est quand même arrivé chez Ferrari en 1995. Il est aussi devenu ingénieur donc chez Ferrari en 97. Il a intégré le département moteur en 2004, donc ingénieur moteur. À partir de ce moment-là, il est resté dans ce département-là jusqu'à en devenir le vice-président en 2013, le directeur principal en 2014. En 2016, il est devenu directeur technique suite au départ de James Allison pour Mercedes. Et il a ensuite pris de plus en plus d'importance jusqu'à accéder au rang de team principal en 2019 en remplaçant Maurizio Arrivabene. Et donc il a quand même eu un rôle très important. Donc effectivement, malgré son rôle dans la gestion sportive de l'équipe, il a quand même gardé une place très importante au sein des départements techniques. Et c'est l'un des principaux responsables de la très bonne monoplace qu'on a vu évoluer en 2022. Donc je pense pas que ce soit forcément une bonne nouvelle pour Ferrari dans l'immédiat. C'est sûr que niveau management, Mattia Binotto, c'est un ingénieur. Il faisait un excellent travail d'ingénieur. C'est lui qui a redressé la barre aussi après le catastrophique moteur qu'on avait vu en 2014. Faut pas oublier ça. Il a pris beaucoup d'importance dans le département moteur à partir du moment où on a vu tout simplement l'arrivée de l'hybridation. Alors au début, c'était le KERS avant 2014, avec juste un petit système de récupération d'énergie au freinage. Et tout ça, ça a beaucoup évolué forcément pour 2014. Le moteur était catastrophique en 2014. Voilà, si vous regardiez déjà la F1 en 2014, vous savez que la saison de Ferrari est compliquée, on va dire, de podium grâce à un Fernando Alonso fou, mais sinon c'était nulle part. Donc forcément, il a participé donc à revenir sur le devant de la scène, et en 2015, le moteur avait fait un step énorme. C'est pareil aussi là, hein, il est revenu, enfin il a réussi quand même à ramener, alors c'est pas tout seul bien entendu, mais il a quand même réussi à ramener l'équipe sur le devant de la scène en très peu de temps, parce qu'il faut pas oublier qu'en 2020 c'est catastrophique pour Ferrari. Donc je pense que c'était un élément très fort pour l'équipe. Je doute que ça leur fasse beaucoup de bien, en tout cas sur le plan technique, ça leur fera pas beaucoup de bien. Par contre, sur le management, on va en parler plus tard, parce que bien entendu les news se sont suivies en cascade derrière. Je pense que ce sera mieux niveau management. Ça peut pas être bien pire de toute façon, parce que Mattia Binotto, malheureusement, il manquait un petit peu cette âme de leader, on va dire. La deuxième news qu'on a appris au niveau des teams principaux et des CEO, c'est le départ de Jost Capito. C'était un peu une surprise. Donc le président de Williams depuis 2021, qui avait donc succédé à Claire Williams à ce poste quand la famille Williams avait vendu l'équipe. Il était, si on fait un petit CV du bonhomme, il était déjà auparavant alors j'ai trouvé qu'il était chez McLaren. Je me rappelle pas du tout avoir vu Jost Capito chez McLaren. Il avait peut-être un petit rôle, je sais pas du tout. Mais en tout cas, il est connu pour ça, avoir dirigé Volkswagen en WRC et notamment remporté 4 titres
avec Sébastien Ogier en WRC. Donc voilà, quelqu'un de très important dans le sport auto et qui quitte Williams sans plan d'avenir particulier. Il va nulle part pour l'instant. Et surtout, on n'a pas eu d'annonce de remplacement de son poste chez Williams. Donc on verra bien. Petite surprise, mais on va dire qu'elle est passée plutôt inaperçue dans le flot d'infos qu'on a eu sur les teams principaux. La deuxième grosse news, forcément, qui s'est suivie en quelques dizaines de minutes à peine, ça a été donc le départ de Fred Vasseur d'Alfa Romeo. Il faut savoir que Fred Vasseur, chez Alfa Romeo, il était et team principal et CEO. Donc il laisse deux postes. Alors en tout cas, c'est potentiellement deux personnes qui vont le remplacer. Et bien entendu, son arrivée chez Ferrari. Alors calmez-vous, j'ai vu beaucoup de gens être en mode oui, c'est le nouveau Jean Todt. Non, alors j'ai vu quelqu'un qui avait fait un thread très intéressant sur Twitter pour expliquer pourquoi ça n'allait pas être la même chose. Déjà, l'écurie que Fred Vasseur récupère n'a absolument rien à voir avec celle que récupère Jean Todt quand il arrive chez Ferrari. Jean Todt récupère vraiment peut-être la pire équipe Ferrari de l'histoire. C'est-à-dire que il arrive à un moment où Ferrari ne se remet toujours pas de la disparition d'Enzo Ferrari, est complètement, enfin c'est très artisanal, tout le monde fait son truc dans son coin, il fonctionne pas du tout au standard de la Formule 1 de l'époque, alors que là, Fred Vasseur récupère une équipe qui a été montée par Mattia Binotto notamment, où il y a eu beaucoup d'investissements par les boards de Ferrari, et il récupère peut-être une des équipes et une des infrastructures les plus à la pointe du plateau. Faut savoir que Ferrari a fait d'énormes investissements ces dernières années, notamment dans leurs équipements, et ils ont des installations de fou, ils ont une voiture qui marche très bien, ils ont une équipe technique qui est quand même très solide, comme j'ai dit, qui va être un petit peu affaiblie, je pense, par le départ de Binotto, mais qui va être quand même très solide. Le seul point qui pêche, c'est vraiment un petit peu la corrélation entre tout ça et le fait de l'exploitation en piste. En fait, c'est ça, c'est pendant les week-ends, ils n'arrivent pas à exploiter leur voiture au maximum, notamment à cause de la stratégie, mais ils récupèrent clairement une très bonne équipe par rapport à ce qu'avait récupéré Jean Todt. Donc déjà, rien que là, sur le point de départ, ils sont pas au même niveau. Après, on va voir Fred Vasseur, pour vous faire un petit CV du bonhomme, il a fondé l'écurie ASM, alors je connaissais pas, petit point histoire là, en 96, avec laquelle il a remporté le championnat Formule 3 Euro Series plusieurs fois, notamment avec Hamilton et Nico Rosberg, je crois. Il a aussi fondé en 2004, forcément c'est celle qu'on connaît le plus, Art Grand Prix, qui est une très grosse équipe aujourd'hui, qui est en F3 et en F2, avec des pilotes très connus, Lewis Hamilton, Paul Di Resta, Nico Rosberg, qui ont roulé pour lui. En GP2 à l'époque, ça s'appelait le GP2. Il avait formé cette équipe en 2004 avec Nicolas Todd. C'est quand même, Art Grand Prix, c'est quand même 4 titres en GP2, 4 titres en GP3 pour les équipes, 4 titres pilotes en GP2, 1 titre pilote en Formule 2 quand elle a été renommée avec George Russell, 6 titres pilotes en GP3 avec des noms très connus. Si je vous dis Gutiérrez, Bottas, Ocon, Leclerc, Russell, Hubert aussi, Antoine Hubert en 2018. Clairement, le bonhomme a eu pas mal de succès. Il a aussi construit un prototype de monoplace électrique avec Art, et ensuite il a fondé l'entité Spark Racing Technology, et je ne le savais pas du tout, mais c'est donc lui qui est à l'origine de la Formule 1. Voilà, c'est lui qui a eu l'idée enfin en tout cas dans mes recherches, c'est lui qui a lancé la construction de ce prototype de monoplace électrique, qui a été ensuite, auquel la FIA s'est beaucoup intéressée. Puis la Formule 1, comme on la connaît aujourd'hui, s'est créée, et c'est lui qui a construit les 40 premiers châssis pour les différents teams sur les premières saisons. Et ensuite, en Formule 1, un parcours un petit peu plus compliqué, je dirais. Il a commencé en 2016 à la tête de Renault, quand ils sont revenus en Formule 1. Mais l'histoire s'est vite arrêtée, puisqu'il il a quitté Renault tout simplement en début 2017 à cause d'une mauvaise relation avec Cyril Abitboul à l'époque, qui était chez Renault. Il a rejoint Sauber en 2017, donc à l'été 2017, en tant que team principal, et il en est devenu CEO quelques saisons plus tard, je crois, jusqu'à aujourd'hui donc. C'est un très beau parcours, c'est quelqu'un, je pense, qui va apporter beaucoup de choses. Il a clairement beaucoup d'expérience dans le sport auto. Je pense qu'il sait très bien mener des troupes aussi. C'est peut-être ce côté un peu management qui manquait à Binotto. Et par contre, surtout, il a une très bonne relation avec Charles Leclerc, ce qui semblait plus trop être le cas entre Binotto et Charles Leclerc. Ça n'avait pas l'air d'être l'amour fou. Voilà, quid de Carlos Sainz? Est-ce qu'il sera le mal aimé? Je pense pas. Je pense que Fred Vasseur est quand même quelqu'un d'assez impartial, on va dire, pour bien mener tout ça. Donc voilà, bonne nouvelle du côté management, si je devais résumer. Peut-être pas la meilleure nouvelle côté technique, mais en tout cas, ils partent sur une très bonne base quand même, parce que faut pas se cacher, la voiture 2023, ce n'est qu'une évolution de 2022, donc ils partent d'une très bonne base. La dernière news qu'on a eue, c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, pardon, qu'on a eue au niveau des teams principaux, c'est donc Andreas Seidel, ex-team principal de McLaren, qui quitte le navire. Grosse surprise aussi, je m'attendais pas du tout à le voir quitter McLaren. Ça sent pas très bon pour McLaren à ce niveau-là, je trouve.
Pourquoi part-il? C'est une vraie question, surtout pour rejoindre Alfa Romeo donc en tant que CEO, c'est ça qui est à préciser, c'est pas pour l'instant, il n'est pas team principal, il est CEO, de Sauber, hein, du groupe Sauber carrément et voilà, André Seidl, qui rejoint l'équipe sûrement pour le projet Audi. Mais ce qui sent un peu mauvais pour, McLaren, c'est qu'il y a des gens, notamment lui, qui commencent à croire plus en un projet Audi que le projet McLaren. Donc un petit peu compliqué. Moi personnellement, mon sentiment, j'en reparlerai plus tard, quand on va parler des équipes et faire ce bilan 2022. Le sentiment que j'ai, c'est un petit peu, pour moi, c'est que McLaren là, ils ont réussi à bien remonter la pente après les années catastrophiques qui ont été 2015-2016 jusqu'à 2017-18. Mais j'ai l'impression qu'ils stagnent un petit peu, en tant que team, midfield, voilà. J'ai l'impression qu'ils ont atteint un petit peu un plafond de verre et ils ont du mal à recruter et à développer pour aller plus haut et viser vraiment les top teams. Ça bloque un peu quoi, un petit peu comme on le voit avec Renault et Alpine ces dernières années. Mais là honnêtement, j'ai plus l'impression qu'Alpine peut réussir à faire ce step que McLaren pour l'instant. Et je suis pas le seul à le penser, puisque André Seidel a préféré le projet. Je pense pas qu'il parte pour Sauber tout de suite, mais surtout pour poser les bases de Audi. Et Audi qui commence, mine de rien. Alors, Audi n'a pas encore fait l'acquisition de Sauber, enfin, n'est pas encore associé avec Sauber, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place dans cette équipe au vu de en vue de l'arrivée de Audi. Donc, c'est une bonne chose, je pense, pour Sauber. Moins bonne pour McLaren, qui du coup a réagi dans la foulée et a nommé Andrea Stella, voilà, ancien ingénieur de piste de Fernando Alonso chez Ferrari, qui était arrivé chez Ferrari il y a très longtemps, qui était resté longtemps, qui avait été d'abord ingénieur performance pour Schumacher, puis Raikkonen, qui avait été ensuite ingénieur de piste pour Raikkonen et aussi pour Fernando Alonso. Donc il avait quitté Ferrari donc en même temps que Fernando Alonso pour le suivre chez McLaren, où il avait pris la tête des opérations de course. Il est ensuite devenu directeur de la performance en 2018 et directeur exécutif en 2019. Le voilà donc à la tête de McLaren en 2022. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Enfin, c'est une bonne nouvelle. C'est un choix logique de promotion interne. Il connaît bien les process, il connaît bien l'équipe, il connaît les infrastructures, il connaît la façon de travailler, il connaît les personnes. Donc, c'est plutôt logique et enfin, une bonne chose pour moi de nommer Andrea Stella, qui a beaucoup d'expérience en plus de ça et qui a aussi eu des rôles de direction, etc. dans l'équipe auparavant. Donc voilà, c'est une nouvelle, somme toute, assez logique pour moi. Mick Schumacher, on a eu voilà l'autre news qu'on a pu avoir, donc la dernière qu'on a pu avoir pendant cette petite pause de podcast, c'est Mick Schumacher donc qui rejoint Mercedes en tant que pilote de réserve. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que c'est quand même bien pour lui. Ça va lui permettre de garder un pied en F1 comme l'avait fait Ocon en 2019, chez Mercedes d'ailleurs. Mais ça va aussi lui permettre de voir le fonctionnement d'un top team. Il a été quand même chez Haas, c'est pas la meilleure équipe, clairement. Et donc là, ça va lui permettre voilà, de voir comment fonctionne une énorme machine comme Mercedes, même s'il avait pu le faire un petit peu en observation chez Ferrari aussi. Et surtout pour moi, ce qui est important, c'est que déjà, premièrement, de garder ce pied-là en F1. S'il compte revenir, c'est le plus important. Et comme je dis, ça avait plutôt bien marché pour Esteban Ocon. Et surtout, c'est d'observer aussi le travail, la méthode, en observant Hamilton et Russell. C'est quand même, voilà, c'est la chance d'observer un Lewis Hamilton travailler. C'est pas rien et je pense que ça va lui apporter de l'expérience. Mais c'est surtout garder le pied en F1. Ça, c'est très important. Être dans les paddocks, pouvoir discuter, etc. Dès qu'on n'est plus dans le circuit, c'est très très compliqué d'y revenir. Donc, plutôt une bonne nouvelle pour lui, pour rebondir peut-être. En tout cas, voilà, c'était la dernière news, puisque maintenant nous allons attaquer le bilan par équipe. Alors, on va commencer à l'envers. On va remonter dans ce classement du championnat du monde et on va commencer par Williams. Williams qui nous a fait une petite saison assez décevante. On va pas se le cacher. C'était plutôt compliqué. Le début de saison était assez dur, on va dire. Il y a eu un package d'évolution en début de saison pour avoir un capot moteur, hein, ces sidepods, ces fameux sidepods dont on a beaucoup parlé cette année, beaucoup plus collé au châssis et au moteur. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme il l'aurait voulu. Je pense qu'il y a un petit step down aussi en performance par rapport à 2021. Faut pas oublier qu'il y a la perte de George Russell, qui est quand même quelque chose, enfin qui était quand même un élément très important, qui connaissait très bien l'équipe, qui faisait progresser l'équipe, qui faisait des performances incroyables aussi. Et là, il a fallu se reposer sur un Nicolas Latifi qui a eu énormément de mal avec cette monoplace 2022 et un Alex Albon qui a été très très bon, mais qui revenait d'une pause en F1. Donc voilà, il n'avait pas roulé en 2021. Donc il fallait le temps de se remettre un petit peu dans le bain et puis surtout, il ne connaissait pas du tout l'équipe. Donc ça a été un petit peu compliqué pour eux. Si on regarde un petit peu la comparaison entre les deux, ça fait
très très mal pour Nicolas Latifi et on comprend, on va dire, pourquoi il ne continue pas. Il a quand même réussi à marquer 2 points, c'est pas rien, même si c'est moitié moins que les 4 points d'Alex Albon. C'est quand même des belles performances, hein, mine de rien. Alors on ne compte pas les points là dans ce face-à-face, on oublie un petit peu Nick De Vries, qui était quand même monté dans la Williams, qui avait marqué des points et qui avait battu à plate couture le plus très jeune maintenant, Nicolas Latifi, qui a quand même, voilà, pour moi, fait une saison, on va dire, assez classique à la Nicolas Latifi, j'ai envie de dire, dans le sens où il a beaucoup performé, je trouve, en 2021. Mine de rien, c'est quand même passé un petit peu sous les radars parce que George Russell, voilà, etc. Mais c'est lui qui ramène les premiers points de l'équipe en Hongrie, sur des circonstances, etc. de course, mais quand même. Et tout au long de la saison derrière, il a fait, sur la deuxième partie 2021, il a été très performant et il a su se montrer. Alors même si en termes de statistiques, il se fait quand même vachement battre par George Russell l'année dernière, ça avait l'impression à la télé, quand on regardait les grands prix, etc., les qualifs, les essais, etc., on n'avait pas cette impression-là d'un pilote qui était nulle part et qui était complètement garé. C'était un peu l'impression que j'avais cette année par rapport à Alex Albon, qui, comme je l'ai dit, en plus revenait, etc. Alors, pour moi, c'est pas le même calibre de pilote, hein, je suis désolé, Nicolas, mais c'est vrai qu'Alex Albon, c'est quand même un step au-dessus. C'est quand même du niveau des Norris, etc. Pour moi, même s'il y a eu. Ça a été compliqué chez Red Bull, on va dire, mais c'est quand même. Si on lui redonne sa chance en F1, c'est quand même qu'il y a un petit talent quand même chez le garçon. Donc forcément, pour moi, c'était pas une surprise véritablement. Mais bon, 15-4 en course, 19-2 en qualif, c'est très très mal, sachant que il se prend aussi un 1-0 du coup par rapport à Nick De Vries en qualif et en course. Les points sont pas vraiment représentatifs, 4-2, bon. De toute façon, avec la Williams, comme j'ai dit, c'était très très compliqué de marquer des points. Ça fait vraiment un step down par rapport à 2021. Et la plus haute position sur la grille en termes de DNF, c'est plutôt voilà, c'est 5-5. Voilà, et pas non plus trop de chance de ce côté-là, du côté des abandons, même si le moteur Mercedes s'est vu presque le plus fiable, j'ai envie de dire. Honda, on a eu quelques soucis en début de saison. Ferrari, bon, on va en reparler quand on y sera. et, et Renault aussi, beaucoup de problèmes, surtout sur la monoplace numéro 14, quand même le rappeler, Fernando Alonso. Donc Williams, pour moi, je dirais une saison un petit peu compliquée quand même. Je pense pas qu'ils aient réussi à bien négocier ce tournant 2022. J'espère les voir remonter un petit peu parce que il y a quand même, je pense qu'ils le méritent. Il y a pas mal d'investissements aussi qui ont été faits. Ils essayent quand même un petit peu de rajeunir toute la structure, etc. Après être passé derrière la famille Williams. Et pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Cette transition 2021-2022 où il y avait un gros changement de règlement, c'est là qu'il fallait un petit peu prendre le bon train, j'ai envie de dire. Ils l'ont un peu loupé, quoi. Donc pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais j'espère que ça sera mieux l'année prochaine. Alpha Tauri, alors là, si on parle de déception, alors forcément, on est en bas du classement, donc on a plus tendance à parler de déception. Mais Alpha Tauri, là, c'est une grosse déception pour moi cette saison. Après une saison 2021 qui a été incroyable, ça a été très, très compliqué cette année. Notamment pour Pierre Gasly, qui a eu beaucoup de mal en fait à mettre le doigt un petit peu sur cette voiture, à réussir à vraiment l'exploiter. Je pense aussi que ça vient du fait que la voiture était quand même bien moins bonne que ce qu'on avait pu voir l'année dernière. Et il a eu beaucoup de mal à l'exploiter, je pense. Même si quand on regarde les comparaisons avec Tsunoda, c'est plutôt en la faveur du français. 15-7 en course, 13-9 en qualif, 23 points à 12. Encore une fois, ça fait pas beaucoup de points. Il ne faut pas oublier qu'ils sont avant-derniers du classement. C'est quand même assez compliqué. En termes de meilleure position, c'est pas voilà, une 5e place en course. C'est leur meilleur résultat de la saison. C'est quand même très compliqué quand l'année dernière ça se battait pour le podium presque. Voilà, ça finissait tout le temps top 5, ça se qualifiait très très bien. Là, bon bah c'est pas la fête. 6 abandons pour Yuki Tsunoda, 3 pour Pierre Gasly. Là aussi, compliqué, pas mal d'abandons, surtout pour Tsunoda, malheureusement pour lui. C'est quand même très dur. Et pour moi, AlphaTauri, c'est une vraie déception parce que ça partait sur une super lancée en 2021, avec un Pierre Gasly qui était impressionnant, avec un Yuki Tsunoda qui faisait pas mal d'erreurs, qui était encore un peu tête brûlée, mais on sentait que ça s'améliorait en fin de saison 2021, qui, je pense, cette année a été plutôt bon. Il a réussi à être plus calme dans la voiture. Ah, ça aussi, c'est une bonne chose parce que l'année dernière, il était un petit peu énervé, le garçon, j'ai envie de dire. Il avait l'insulte assez facile. Là, cette année, beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, Yuki Tsunoda, et ça a porté ses fruits. Parce que, comme je dis, la comparaison, elle est pas trop mauvaise. Enfin,
elle est pas nulle par rapport à Pierre Gasly. Pas oublier que Pierre Gasly, c'est quand même, enfin, c'est un top pilote, quoi. C'est vraiment un très très gros morceau en F1 dans le paddock. Donc pour moi, c'est une bonne saison de Yuki Tsunoda. Qu'il disait suite au départ de Pierre Gasly, il voulait pas que Pierre Gasly parte. Déjà, les deux ont une super relation, ils s'entendent très très bien. Mais aussi Yuki Tsunoda qui se reposait beaucoup sur Pierre Gasly, qui était devenu vraiment le leader de l'équipe, à part la saison 2019 où il était passé un petit peu chez Red Bull pendant une moitié de saison avant de se faire virer par le jeune Helmut Marko. Sinon, il est là-bas depuis 2018 à temps complet, quoi. Donc ça fait vraiment longtemps qu'il est dans l'équipe. C'est clairement le pilote qui est resté le plus longtemps, hein. D'habitude, AlphaTauri, ex-Toro Rosso, c'est 3 ans. Voilà. Soit tu montes chez Red Bull, soit tu t'en vas, quoi. C'est un peu comme ça que ça marche. Sauf pour Pierre Gasly qui est resté très longtemps et qui a eu le temps un petit peu de construire cette équipe autour de lui, d'avoir énormément un gros impact, un gros leadership dans l'équipe, ce que aucun autre pilote avait réussi à faire auparavant, puisqu'on restait tout simplement pas assez pour avoir le temps justement de vraiment devenir le leader de l'équipe. Donc je suis très intrigué de voir comment Tsunoda va réussir peut-être à prendre les commandes de cette équipe, ou peut-être se les faire prendre par Nick De Vries, qui va arriver pour remplacer Pierre Gasly. On l'a vu, il a été très performant. Ça a été une course à Monza. Voilà, oui, il a été très performant. Donc on verra bien si ça se confirme sur une saison complète, sur plusieurs courses. Mais en tout cas, pour l'instant, Nick De Vries a l'air d'être un sacré client. Champion de F2, champion de Formule E. C'est quand même pas n'importe qui. Donc ça va être compliqué, je pense, pour Yuki Tsunoda la saison prochaine. Mais ça va être l'occasion pour lui de step up et de vraiment prendre les commandes de l'équipe. As, mes amis, As. Alors, bonne surprise. Moi, je pense que ils ont fait une bonne saison. Alors, ils sont à la position qu'on leur connaît. On est plutôt dans le bas du classement, mais faut pas oublier que As, l'année dernière, ils sont derniers. Ils ont absolument pas de points. Ils sont nulle part. Ils sont complètement garés. Faut pas oublier que, enfin voilà, en 2021, As a la même monoplace quasiment qu'en 2019. Modifié à chaque fois pour correspondre au règlement. Donc, enfin, c'est catastrophique. Je veux dire, en 2019, la voiture était déjà pas exceptionnelle. En 2020, Romain Grosjean le dit et le souligne à chaque fois qu'il prend l'antenne sur Canal. C'était catastrophique, la voiture elle faisait ce qu'elle voulait et d'un virage à l'autre, elle pouvait te mettre dehors. 2021, c'est encore pire, puisque la voiture n'évolue encore pas, et puis en plus on lui enlève de l'aéro, puisque faut pas oublier qu'en 2021 on avait coupé un petit peu les planchers derrière pour justement freiner un petit peu le développement et la prise de rythme et de vitesse des voitures. En plus de ça, une voiture qui était déjà vraiment pas bonne en 2020, on lui enlève du grip sur l'arrière, ce qui la rend encore plus instable, etc. Enfin bref, catastrophique. Voilà. On était sur 3 saisons catastrophiques. Même si 2019 ça allait à peu près. Clairement, 2020-2021 c'est nulle part. 2021 c'est terrible. On a 2 jeunes pilotes en plus qui débutent. Imaginez débuter dans cette monoplace, ça devait pas être facile. Beaucoup d'erreurs de la part des 2 pilotes. On va pas blâmer que Mazepin. Schumacher aussi en a fait beaucoup en 2021, des sorties de piste. Donc très très compliqué, impossible de faire évoluer la voiture avec 2 jeunes pilotes qui arrivent à peine en Formule 1. Comment développer la voiture? De toute façon, ils ont absolument pas bossé sur 2021. Ils ont changé les stickers, ils ont coupé les bargeboards derrière, enfin le fond plat derrière, et c'est tout. Voilà, ils ont rien fait d'autre pour 2021. Concentrés donc pendant presque 2 ans sur 2022, et ça a porté ses fruits. Ils sont arrivés avec une monoplace qui était ultra performante, des gros points d'entrée pour Kevin Magnussen, je crois qu'il finit 6e ou 5e, enfin, performance assez incroyable. Grand Prix d'après, ça double des Mercedes, voilà, dans le plus grand des calmes. Ça, c'est une image, je m'en rappelle au début de l'année, hein. Mercedes, on va en reparler aussi quand on va arriver à eux, mais qui ont eu un début de saison très compliqué. As, qui était très fort justement en ce début de saison. Et c'était quand même assez impressionnant de voir Kevin Magnussen doubler Lewis Hamilton. Enfin, je veux dire, si on nous avait montré l'image un an avant, personne n'y aurait cru. Et pourtant, c'était le cas. La As était super performante. Alors, j'ai envie de dire, j'ai vu une saison classique de As des années 2016-17, même 18. C'est-à-dire, on arrive avec une plutôt bonne place. En début de saison, ça marche bien. On marque de gros points. Alors, il y a des saisons où en début de saison, c'était un petit peu compliqué, où ça a loupé des gros points, notamment en Australie, plusieurs saisons. Ils ont loupé des gros points avec des petites erreurs d'arrêt au stand ou de fiabilité. Mais là, cette année, ça n'a pas vraiment été le cas. Ils ont réussi plutôt à maximiser, même si Schumacher a vraiment eu du mal au début à se mettre au niveau de Magnussen. Magnussen, il a direct été dans le coup, hein. Lui aussi, il n'a pas roulé depuis 1 an, et pourtant, il arrive, bam bam bam, nouvelle voiture. Il n'a pas fait les premiers essais hivernaux parce que c'était Mazepin qui était à Barcelone. Il arrive, boum, je connais, vous inquiétez pas, je gère. Et ça marque des gros points directs. Très très bon début de saison. Et puis après, pas d'évolution. C'est un petit peu le petit regret qu'on pourrait avoir, mais je pense quand même que
ça finit avec 30 et quelques points, je crois, au classement. Donc c'est vraiment pas, c'est pas mauvais, hein, 37 points, je crois, au classement. Donc c'est plutôt une bonne saison pour eux, je pense, surtout quand on vient de zéro et quand on vient de si loin. C'est un petit peu comme pour Ferrari, on revient de très très loin. Et là, c'est même pas en 2 saisons, c'est en une seule saison. Je pense que c'est une bonne saison pour eux, même si, encore une fois, ça a manqué, ça a pêché dans le développement. Ils ont réussi à avoir un sponsor titre pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, ça va vraiment avoir du budget, ça va être au plafond budgétaire. C'est la première saison que As va avoir assez d'argent pour aller jusqu'au plafond. Donc, à partir de là, ça va être banco, quoi. J'ai envie de voir du développement pendant la saison pour au moins conserver son niveau de performance, si ce n'est dépasser les autres. Donc, ça va être très très cool. Niveau comparaison, les statistiques révèlent quand même des choses. Début de saison ultra performant et ultra solide pour Kevin Magnussen, un Mick Schumacher qui était pas là. Mais après, bah, il s'est réveillé. Et c'est ce que je disais pendant tous les podcasts, hein, sur cette fin de saison. Mick Schumacher, mine de rien, ça fait 13-8 en course. Alors en qualif, il n'a pas encore ce rythme, hein, ses assists, on le voit statistiquement qu'il n'a pas encore ce rythme. Mais mine de rien, en course, il arrivait toujours à faire des courses très propres, des départs très bons et à être devant Magnussen tout simplement. Le problème, c'est que Schumacher a très bien bossé, on va dire, a été plus performant que Magnussen sur plutôt les deux tiers, enfin les deux derniers tiers de saison. Sauf que c'est dans le premier tiers que là, c'était vraiment performant, et capable d'aller marquer des points. Du coup, bah, en termes de classement championnat du monde pilote et en termes de là, quand on compare à 25-12 en termes de points, bah forcément, on se dit bah quand même Magnussen a l'avantage parce que justement, Mick Schumacher malheureusement, il a performé à un moment où la Haas ne pouvait plus prétendre au point, en tout cas à la régulière. Donc c'est ça qui est un petit peu dommage pour lui, mais quand même, je suis désolé, quand on voit ses stats, on se dit, moi j'avais envie de laisser une chance à Mick Schumacher, même si il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, hein, c'est surtout les crashs, hein, qui ont un petit peu décidé de son sort. Malheureusement, il a trop cassé, il a trop coûté à l'équipe, qui est déjà pas au plafond, comme on le disait, jusqu'à cette année, enfin jusqu'à 2023. Ils n'avaient pas réussi à être au plafond. Donc, forcément, le fait de casser énormément, de coûter beaucoup d'argent à l'équipe, c'est un petit peu scellé son sort, mais en tout cas, je trouve qu'en performance, c'était vraiment pas mauvais. Et clairement, enfin, ça a très très bien performé. Moi, je suis assez content de la saison de Mick Schumacher, même si forcément il y avait beaucoup de casses. Il n'a pas eu aussi les résultats un peu highlight qu'a pu avoir Magnussen, hein, notamment la pole position, bien entendu. Hein, on le voit dans cette statistique. Et aussi, si on doit un petit peu remettre ces stats le montrent plutôt bien, c'est assez représentatif, hein, même si il faut analyser un petit peu plus en profondeur, mais 5 DNF contre 2 pour Magnussen, contre 2 à Schumacher, donc ça explique aussi un petit peu le 13-8 en course. En tout cas, je trouve que sur au moins la deuxième partie de saison, Mick Schumacher avait pris le dessus sur Magnussen en course, du moins. Donc pour moi, c'était plutôt une bonne saison quand même. Une bonne saison de As en général, moi j'ai envie de leur dire bravo. Ils reviennent vraiment des abysses du classement. Enfin, c'était si loin que. Aujourd'hui, si on regarde la saison 2022, on a du mal à se rappeler et à s'imaginer à quel point ils étaient loin en 2021. Enfin, je veux dire, c'était impressionnant. Là, ils ont pu se battre pour des points. Pas à toutes les courses, comme on l'a dit, à cause du développement, mais franchement, ça a été plutôt très bon. Donc moi, As, c'est pas un 10 sur 10 parce que, bon, voilà, mais c'est au moins un 8 sur 10, hein. Je veux dire, je commence à donner des notes là, voilà, je commence à noter les équipes. Je l'ai pas fait pour les deux d'avant, mais pour As, en tout cas, je trouve que c'est vraiment une bonne saison. Alors, niveau bonne saison, un petit peu saison inverse, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le négatif de la saison de As, c'est-à-dire que Aston Martin, ça a été vraiment un début de saison catastrophique. Alors 2021, c'était pas non plus le benchmark, hein, je veux dire, Aston n'a pas fait une saison incroyable en 2021, mais c'était quand même bien mieux. Ça pouvait se battre pour des points très régulièrement. C'était aller chercher un podium sur des circonstances, mais par deux fois quand même avec Sébastien Vettel, même s'il y en a un qui n'a pas compté à cause de quelques centilitres d'essence. C'est quand même plutôt bien passé, on va dire, 2021 pour Aston Martin. Et là, 2022, nulle part. Nulle part jusqu'à Barcelone. Et à partir de Barcelone, on a apporté forcément à Barcelone, vous savez, c'est un petit peu le grand prix des évolutions, c'est là que tout le monde apporte son premier package d'évolution. Et Aston Martin, eux, ils ont apporté quasiment une autre voiture. Voilà, ils ont apporté l'Aston Martin B, j'ai envie de dire. Et alors,
non pas sans devenir la Red Bull verte. Voilà, c'est un petit peu copié, on va dire, ce qui se faisait chez Red Bull, heu, sans cacher, hein, j'ai envie de dire, c'est devenu assez classique, hein, d'Aston Martin et de Racing Point avant ça. Hein, c'était la Mercedes rose en 2020, qui d'ailleurs en 2021 avait toujours des airs de Mercedes, hein, cette Aston Martin. Et en 2022, donc on est allé, Mercedes n'est plus la voiture la plus performante, donc on est allé copier chez quelqu'un d'autre. C'est Red Bull maintenant qui est le plus performant, donc on va copier chez Red Bull. Et à partir de Barcelone, en fait, la voiture a fait un step up. Alors au début, ça a été un peu compliqué, comme en 2020 au final avec cette Mercedes rose, c'est-à-dire que ils ont eu cette voiture en la copiant littéralement, mais sans vraiment la comprendre. Donc ils ont mis beaucoup de temps en fait à vraiment exploiter et à commencer à développer cette auto-là. Et tout simplement, ils ont mis du temps à comprendre comment fonctionnait la voiture avec ces nouvelles évolutions et à vraiment pouvoir exploiter la performance que pouvaient apporter ces éléments-là de repris, on va dire, de chez Red Bull. Donc à partir de Barcelone, il y a eu un petit step, mais on s'est dit, bon, pas incroyable. Et en fait, ça a été continuel. Ils ont réussi à se développer et à être de mieux en mieux, d'être de plus en plus performants chaque course. Et ils ont fait une fin de saison, mais incroyable. Vraiment, Aston Martin, déjà, ils étaient beaucoup plus performants, mais en plus de ça, ils étaient vraiment à l'écoute d'opportunités. C'est-à-dire que à chaque fois, ils ont réussi à maximiser tous leurs résultats, à toutes les courses. Et ça, c'était vraiment impressionnant. C'est-à-dire que ils ont vraiment été, je comme j'ai dit, à l'écoute d'opportunités. C'est-à-dire que ça marquait des points partout où ça pouvait et ils ont vraiment fait une super fin de saison. Enfin, c'était vraiment très, très bon, cette fin de saison. Et ils ont réussi à aller marquer de gros points. Malheureusement, ça loupe la place d'Alfa Romeo pour très très peu, je crois pour un point, même pas. Je vais me mettre le classement du championnat du monde pour vous dire tout ça. Mais en tout cas, c'était quand même très impressionnant de voir la saison de Aston Martin. Voilà, donc une saison incroyable à la 7e place. Alors, 7e place, donc à égalité de points, c'est ça. À égalité de points, mais au meilleur résultat, c'est donc Alfa Romeo qui passe devant. Euh, S'ils n'avaient pas loupé un petit peu la stratégie de Vettel à Abu Dhabi, ça serait passé. Donc Alfa Romeo a eu chaud, on va dire. Mais en tout cas, super fin de saison parce qu'au début de saison, c'était catastrophique. C'est-à-dire qu'ils étaient absolument nulle part. Mais nulle part. Donc je suis assez content pour eux. Ils font une bonne fin de saison. Ils se remettent un peu dans une spirale positive pour l'année prochaine. Même si forcément on compte le départ de Vettel, il y a quand même un très bon pilote qui arrive l'année prochaine du nom de Fernando Alonso. Attention, attention ce vieux roublard de Fernando, de ne pas vous faire manger tout cru le management, etc. par Fernando Alonso qui peut être voilà, un petit peu imposant, on va dire, comme garçon, en termes de performance, mais aussi d'ego. Alpine saura vous en dire quelque chose. En tout cas, en termes de comparaison de pilotes, c'est un 10-9 en course, donc c'est plutôt équilibré, hein. Comme j'ai dit, j'ai vraiment eu cette sensation, et ça se voit en qualif, hein, en termes de perfo pur, 13-7, que Vettel avait vraiment, était vraiment au-dessus, de manière assez claire, quand on observe en fait les courses, etc., les courses, les essais, les qualifs, on a vraiment cette impression que Vettel est au-dessus. Et malheureusement, Vettel a beaucoup de fois fait les frais de mauvais arrêts au stand ou alors de très mauvaises stratégies. Et au contraire, Lance Stroll de ce côté-là était plutôt chanceux, hein. Souvent de très bonnes stratégies, même à Abu Dhabi. J'ai pas compris pourquoi on a favorisé Lance Stroll, mais bon, je vais pas revenir sur le débrief d'Abu Dhabi, mais il a eu un petit peu plus de chance de ce côté-là, même si Vettel quand même un 37-18 en termes de points. C'est lui qui vient marquer les gros points, hein, de cette saison. Plutôt à égalité en termes de meilleure perf en qualif et en course, même si en qualif, Lance Stroll avait réussi quand même une 7ème place, ce qui est pas dégueu. 3 DNF des deux côtés, donc plutôt équilibré. Honnêtement, je pense que Vettel avait vraiment l'avantage sur Lance Stroll et les stats le montrent, hein, malgré tout. Mais Stroll s'en est plutôt pas mal sorti grâce à un petit peu de stratégie, un petit peu de bons arrêts au stand, etc. Par rapport à Vettel. Mais en tout cas, ils font une saison plutôt équilibrée quand même. Il n'y a pas non plus il n'y a pas un trou béant entre les deux en termes de performance, ce qui permet d'avoir plutôt une équipe assez soudée et qui fonctionne, on va dire, des deux côtés, quoi, du garage, ce qui, on va le voir un petit peu après, est pas forcément toujours le cas. Donc une très bonne saison, j'ai envie de dire, un peu comme As, même si c'est un petit peu la situation inverse. Euh, Aston Martin, si vous m'aviez demandé à la fin de la première moitié de saison, après la Hongrie, ce que j'en pensais, j'aurais dit que c'était catastrophique et que j'étais très déçu, un petit peu comme Alpha Tauri, puisqu'ils étaient à peu près dans ce paquet-là de performance l'année dernière, enfin en termes de perfo l'année dernière. Mais là, cette année, bah, ça marche plutôt très bien. Enfin, je veux dire, sur la fin de saison, ils ont quand même réussi, même si c'est passé par quelques copies, on va dire par-ci par-là. Mais ils ont quand même réussi à vraiment exploiter la voiture, ce qui n'était pas forcément gagné.
et ils ont aussi réussi, comme j'ai dit, à aller choper tous les petits points possibles et imaginables. Donc très bonne fin de saison, ce qui permet de finir sur un bilan plutôt positif dans la globalité. L'autre équipe, et encore une fois là on revient plutôt sur le schéma de Haas, hein, c'est un petit peu ça dans ce midfield, c'est Alfa Romeo qui, un peu comme Haas, saison incroyable en début de saison, c'est ultra performant, ça marque de très très gros points, etc. Et puis après, il y a eu un trou, mais je crois de 10 courses d'affilée, je crois, où ça a pas marqué de points. Très très compliqué. Une fin de saison qui relève un petit peu le niveau, mais sinon, tous les points quasiment de Alfa Romeo ont été marqués dans le premier tiers de saison, c'est-à-dire que ça a été très performant, ça a profité du mauvais départ, on va dire, de Williams, hein, mais qui est resté plutôt assez constant à ce niveau-là, mais de Aston Martin, comme on parlait juste avant, pour aller marquer des points. Et puis ensuite, comme j'ai dit, Aston Martin est remonté, Williams a fait 2-3 belles perfos aussi avec Alex Albon ou Nick De Vries, comme on voit sur cette image en Italie. Pierre Gasly aussi a réussi à faire quelques petits éclats, et AlphaTauri a réussi un petit peu à remonter la barre. Et en fait, on s'est retrouvé avec Alfa Romeo qui a beaucoup souffert de la fiabilité. Hein, on va pas se le cacher. Malheureusement, Alfa Romeo, ça a été ceux qui ont le plus souffert du moteur Ferrari, plus que Ferrari eux-mêmes, ou que Haas d'ailleurs. Et ils en ont beaucoup souffert pour marquer des points. Enfin, Zhou Guanyu qui a eu un nombre d'abandons, mais enfin, on va le voir, mais catastrophique. Je veux dire, 6 DNF, alors au final, c'est autant que Valtteri Bottas, mais Joe, ce qui était impressionnant, c'est que c'était assez groupé, si je me rappelle bien, et c'est qu'en fait, on avait l'impression que le pauvre garçon, chaque fois qu'il essayait de faire un truc, ça marchait pas, parce que il se prenait à chaque fois un DNF en pleine tête. Valtteri Bottas ne les a pas évités non plus. Le problème, c'est que Joe, il les a plutôt eu, comme j'ai dit en début de saison, enfin plutôt groupés en début de saison, donc il a manqué beaucoup d'opportunités de marquer des points. Ça se voit 49-6 en termes de points, 14-7 en course, 14-8 en qualif. C'est pas facile, mais en même temps, Valtteri Bottas, c'est quand même un très très bon pilote, même si c'est pas un Lewis Hamilton, mais mine de rien, on a eu souvent tendance à le critiquer chez Mercedes parce que la comparaison forcément avec un Hamilton était très compliquée. Mais ça reste un excellent pilote, et forcément, un débutant comme Joe, il a beaucoup de choses à apprendre de Bottas, mais ils ont une très bonne relation. Bottas a beaucoup aidé aussi Joe. En qualif, notamment, Joe, je trouve qu'il a réussi quand même, un peu sur la fin de saison aussi, à quand même trouver de la performance et à réussir à challenger Bottas, donc c'était plutôt une bonne chose. Et voilà, une saison, j'ai envie de dire, plutôt positive pour Alfa Romeo, parce qu'en plus ils finissent 6ème, donc c'est plutôt une bonne chose. C'est beaucoup de millions d'euros qui se jouent à ce moment-là au niveau du classement. Ils ont eu de la chance, on va dire, à Abu Dhabi, ils ont eu un petit peu chaud, mais en tout cas, je trouve que c'est une très bonne saison, même si elle est un petit peu, en dents de scie, j'ai envie de dire. Enfin, c'est même pas en dents de scie, c'est-à-dire que c'est parti très fort, et puis ça s'est très vite essoufflé pendant très longtemps. Ça remonte un petit peu le niveau en fin de saison. Mais je pense que c'est quand même plutôt positif. J'ai envie de dire, ces teams de midfield, ils ont quand même réussi à montrer, pour Haas, de revenir de très très loin par rapport aux années d'avant, pour Aston Martin, de réussir à relever la barre en cours de saison, et pour Alfa Romeo aussi de bien exploiter ce changement de réglementation et ne pas se louper comme AlphaTauri ou Williams. Donc j'ai envie de dire, ces trois teams-là, Haas, Aston Martin, Alfa Romeo, ils jouent assez proches, même si Haas c'est un petit peu plus loin en termes de points, mais ils jouent quand même assez proches en perfo, et ils ont tous les trois fait des saisons un peu différentes, mais qui pour moi sont positives quand même. J'ai envie de dire plutôt positif pour Alfa Romeo. Et voilà, c'est la fin de cette première partie. Je vais couper le podcast en deux parce que sinon ça va faire vraiment trop long, je pense, pour vous. Donc on se retrouve demain pour la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.